merci de nous rejoindre pour ce nouveau live qui parle cette fois des vins bio. On va essayer de discuter un peu de tout ça, de voir les différences qu'il y a entre les vins bio, les vins biodynamie, les vins nature, parce que finalement ça paraît un peu compliqué tout ça, donc je vais essayer de vous raconter un petit peu et de voir ce qu'on peut faire pour démêler tous ces termes. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis toujours hyper contente de vous raconter les histoires du vin. Et donc aujourd'hui, c'est les vins bio. Vous savez, chez 3x20, on est très attaché au travail des viticulteurs, à leur travail d'agriculteur finalement. La viticulture, c'est de l'agriculture viticole. Et habituellement, je me déplace énormément dans les vignobles, et ça fait longtemps que je fais ça. Et regarder les vignes d'un domaine, ça fait partie des priorités quand j'arrive quelque part. Je ne vais pas directement dans les caves pour déguster les vins, mais il y a toujours une discussion sur la philosophie, sur les méthodes de travail, sur la manière dont la vigne est vue par son propriétaire ou par la personne qui s'en occupe. Et ça, vraiment, c'est hyper important, parce que finalement, c'est la matière première. Et on ne peut pas faire de bon vin sans bon raisin. Ça, c'est une évidence. Je l'ai expérimenté 1000 fois. La connexion n'est pas très bonne, alors j'espère que vous restez quand même parmi nous. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue de toute façon. Alors, du coup, je voulais vous parler un petit peu de la manière de s'occuper de sa vigne. Vous savez, il y a eu... avant que les produits chimiques existent, évidemment, il n'y avait jamais de problème de balancer des produits chimiques dans les vignes, évidemment. Et puis, tout d'un coup, on a inventé tout ça, et les marchands de produits phytosanitaires ont débarqué chez les vignerons en disant « Mais vous passez tellement de temps à piocher, à désherber manuellement, mais vous devriez partir en vacances. Voilà, les produits phytosanitaires vont vous sauver la vie et vont vous donner du temps. » Et voilà, et il y a eu toute cette époque un peu de surproduction, je m'en fiche complètement de ce que je mets dans les vignes, et finalement voilà, on en arrive aujourd'hui à faire marche arrière complète et avoir envie de manger sainement, ça on le sait. Et puis pareil pour le vin et pour ce qu'on boit, les bières c'est pareil, les spiritueux également, de plus en plus les consommateurs ont envie de boire et de manger des choses saines, et c'est tout à fait normal. Donc en ce qui concerne le vin, puisque c'est le sujet qui nous rassemble, écoutez, c'est absolument la même chose. La progression en agriculture biologique est assez fulgurante. Je crois qu'on en est aujourd'hui à peu près 20% du vignoble français qui est cultivé en agriculture biologique. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle, et c'est surtout que la courbe grimpe, et ça c'est vraiment excellent. Moi qui fais énormément de salons, je me souviens il y a encore 15 ou 20 ans, quand j'allais à un salon qui s'appelle Millésime Bio, il y avait 40 exposants. Aujourd'hui, c'est 4 halls différents, 2000 exposants, tant mieux, c'est vraiment extrêmement enrichissant et encourageant pour les consommateurs. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les détails, par opposition, on va dire, à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, c'est zéro produit chimique, zéro. Les raisins doivent être issus de l'agriculture biologique, c'est-à-dire pas d'herbicides, pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. Donc tout ça, c'est dans un cahier des charges qui est hyper strict, et ça c'est une garantie pour le consommateur de pouvoir consommer quelque chose de safe, hein, et en toute confiance.
c'est un repère. Ça ne veut pas dire que les vins sont bons, attention, hein, j'y reviendrai après. Ça ne veut pas dire que les vins sont bons, mais ça veut dire qu'au moins il n'y a pas de produits chimiques, et ça c'est vraiment hyper important. Alors pour un domaine, se convertir au bio, ben, c'est quand même toute une aventure, hein. Il faut franchir le pas. Il y a très peu de domaines qui font ça directement, hein. En général, on reprend un domaine après la génération précédente, ou bien mais qu'on crée complètement de zéro un domaine en démarrant directement en bio. Ça, c'est vraiment très très rare. Du coup, il faut franchir le pas. Il y a quand même une grosse dose d'introspection et de réflexion pour savoir comment on va s'y prendre, et ce que ça implique, et c'est quand même un changement d'habitude très impliquante. Il y a énormément de réorganisation à faire entre la production et la vinification. Il y a tout un tas de nouvelles choses à mettre en place, et ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Ça nécessite de bien y réfléchir et de se préparer. Alors ensuite, il y a les démarches administratives qui sont assez complexes et très impliquantes à nouveau, avec la conversion officielle. Bon, même si ça valide un engagement qui était déjà pris avant, il faut quand même s'engager à déjà payer les contrôles qu'on va recevoir et qu'on va avoir progressivement par l'organisme de certification. Et puis surtout, c'est long, ça prend 3 ans. Alors 3 ans, c'est ce qu'on appelle la conversion vers l'agriculture biologique. Donc pour être certifié, il faut passer ces différents caps, 1 année, puis 2, puis 3, avant de pouvoir dire qu'on est certifié en bio. Voilà, donc c'est la motivation des vignerons, c'est aussi le fait que ce soit une vraie responsabilité. Et ça c'est le pas est assez grand à franchir. Alors, qu'est-ce que ça implique dans un domaine? Tout simplement de changer ses habitudes, de devenir un réel observateur de son travail, de ses vignes, de regarder les premiers signes d'un éventuel déséquilibre qu'on peut observer dans ces vignes. Une petite attaque de mildiou, ça peut vouloir dire que c'est la récolte qui va être sérieusement endommagée. Donc on n'a plus la chimie finalement pour faire le SOS urgence, on traite parce qu'il y a un problème. Donc vraiment, il faut plutôt anticiper et être en mode repérage permanent des éventuelles attaques pour éviter de tout gâcher en ayant recours à la chimie et d'avoir à recommencer toute la conversion à partir de la première année. Donc franchement, il y a un grand pas à franchir de ce point de vue-là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les traitements chimiques par des traitements mécaniques. Ça veut dire qu'il faut acheter un tracteur beaucoup plus léger, qu'il faut griffer le sol en faisant des passages pour ne pas désherber chimiquement, hein, pour juste retourner la terre et empêcher les mauvaises herbes de se propager. Donc ça représente, on dit en général, 30% de main-d'œuvre supplémentaire. Ça veut dire que même si on change de tracteur pour un tracteur léger qui compacte pas les vignes et qui va pas abîmer les entrerangs, ça représente quand même du temps passé, alors qu'un petit pchit en une seule fois et un petit coup de Roundup avant et c'était terminé. Donc il y a vraiment beaucoup plus de travail manuel
d'heures de travail manuel qui sont impliquées, et ça forcément ça a une petite répercussion sur le prix des vins. Mais quand on sait pourquoi, ben, je pense que les consommateurs sont tout à fait prêts à dépenser un tout petit peu plus pour avoir un vin plus sain, évidemment. Il y a aussi tout un travail à faire sur la limitation des rendements, quand les grappes sont moins tassées les unes contre les autres, que l'air peut circuler librement, et que c'est beaucoup plus aéré, ben, ok, on aura moins de rendement, mais l'humidité ne viendra pas s'installer, donc il n'y aura pas d'attaque de mildiou qui viendra, qui arrivera et qui ensuite fera des petits et gagnera toute une parcelle, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion d'intelligence, de bonne intelligence pour bien traiter ces vignes. Alors, pourquoi je vous parle de bio comme ça, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont intéressants aussi, notamment la biodynamie et les vins de nature, ben c'est surtout que au-delà enfin, quand on veut se lancer dans la biodynamie, il faut déjà être en agriculture biologique. Donc en fait, c'est la première étape et c'est l'étape indispensable. On peut pas, c'est une philosophie complète, c'est pas juste une petite décision parce que ça se vend bien ou parce que il paraît que on peut vendre ses vins plus chers quand on passe en bio. Non, il y a une vraie réflexion bien plus impactante que ça. Alors, donc ça c'est pour l'agriculture biologique. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact éventuellement sur le goût du vin? Ben, essayez de faire le parallèle entre en été quand vous mangez des légumes qui sont produits dans un jardin, ou quand vous les achetez au supermarché. Voilà, l'idée de la tomate de jardin ou de la tomate de supermarché, ben, il y en a un qui a du goût et l'autre qui n'en a pas, hein. Grosso modo, c'est à peu près ça, le parallèle qui est exactement le même. Donc franchement, moi je m'en rends énormément compte quand je fais la sélection des vins. La sélection des vins à l'aveugle, je ne sais pas forcément si les vins sont bio ou pas, et franchement je m'en rends compte parce que le vin a vraiment beaucoup plus le goût du fruit, et c'est pas des vins qui sont ternes, c'est des vins qui ont de l'éclat, et franchement ça on peut pas l'obtenir en matraquant ces vignes de produits chimiques. Alors après, je critique absolument pas ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, parce que je sais qu'en fait ils essayent et je le vois bien dans leur pratique, je vois bien dans les questions que je pose par rapport à leurs réponses. Et franchement, personne n'a envie de balancer des tonnes de produits chimiques dans ses vignes. Personne n'a envie. Mais il y a une réalité économique parfois qui fait que la réflexion, elle met un petit peu plus de temps à atteindre son but. Donc voilà, il suffit vraiment pas de critiquer, vraiment d'écouter ce que les gens ont à dire et d'essayer de comprendre leur manière de travailler. Et ça, c'est vraiment c'est ce que je regarde et c'est ce que j'écoute et c'est ce que j'essaye de transmettre ensuite à nos clients, parce que c'est vraiment super important. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de biodynamie, parce qu'on entend quand même assez souvent parler de ça. Et la biodynamie, c'est évidemment déjà de l'agriculture biologique, mais en plus, il y a une autre dimension, un cran supplémentaire, parce que dans la biodynamie, c'est le vivant avant tout. Et la biodynamie, ça prend vraiment en compte l'environnement finalement des vignes. Ça prend en compte le sol, ça prend en compte la vie microbienne des sols, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de... Il y a un zoo monumental dans un sol normalement, hein, qui n'est pas tué par les produits chimiques. Il y a de la vie, il y a des vers de terre, mais il y a aussi tout un tas de bactéries, mais des bonnes bactéries qui sont hyper utiles. Et il y a tout un écosystème qui se trouve à la fois dans le sol, qui se trouve sur la vigne et qui se trouve dans l'entourage, c'est-à-dire
tout autour des parcelles, quand on a enlevé tous les arbres fruitiers, qu'on a enlevé tous les talus, qu'on empêche tous les oiseaux de se faire des nids dans des petits buissons à droite à gauche, ben, les oiseaux ils vont pas venir manger les vers de la grappe par exemple s'ils n'ont aucun endroit pour nicher. Alors c'est vraiment une espèce de réflexion globale qui permet de voir la vigne dans un ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème, mais l'idée, c'est pas de l'anéantir, c'est au contraire d'en être conscient et d'essayer de l'encourager et de le maîtriser. Et avec la biodynamie, on prend en compte en plus l'impact, les attractions des planètes et de la Lune, par exemple. Mais ça, c'est des espèces de techniques de jardinier ancestrales qu'on applique également à la vigne. Une vigne, c'est comme un jardin, finalement. Et donc, on traite sa vigne philosophiquement comme un ensemble, et également la biodynamie, ça c'est un petit peu comme l'homéopathie finalement, où on essaye de renforcer les défenses naturelles de la vigne en aspergeant des préparations à base de tout un tas de choses différentes, de silice par exemple. La silice c'est très blanc, mais en aspergeant ça réverbère la lumière parce que il y a cette espèce de blancheur qui va servir de réverbérateur de lumière. Il y a tout un tas, enfin, il y a une liste grande comme ça de préparations qu'on dynamise dans un dynamiseur en mélangeant. Ça permet ensuite, en l'aspergeant, de renforcer les défenses immunitaires de la plante et de lui donner de la force pour lutter quand elle va se trouver face à des bactéries, face à une attaque de mildiou par exemple, ou face à tout ce qui peut venir gâcher un peu sa croissance et le fait qu'elle va produire des très très beaux raisins. Alors évidemment, il y a des gens qui disent que c'est des rituels un peu obscurs, etc. Mais voilà, c'est pas du tout intéressant de polémiquer. Ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que les vignes sont en très bonne santé. Et forcément, c'est vraiment le plus important. Et les vins ont énormément de personnalité. On sent qu'ils reflètent le terroir de manière beaucoup plus marquée, beaucoup plus fort en caractère que des vignes qui sont en conventionnel. Donc voilà, l'interprétation du terroir c'est aussi hyper important, et ça, quand on pense que ça passe à travers un cep de vigne et qu'ensuite ça circule par la sève le long des sarments et que ça arrive dans un raisin qui ensuite va avoir le goût de l'endroit d'où ça vient, c'est vraiment magique. Et ça, franchement, c'est inégalable. Et puis, faut savoir quand même que tous les grands domaines, les domaines les plus connus, les plus prestigieux, qui ont servi de modèle un petit peu à ceux qui sont plus modestes et moins visibles, tous ces domaines-là sont en biodynamie, bien sûr. Ce sont des pratiques qui sont un lien ou un mix entre le bon sens et l'observation. Parce que vraiment, sans observer, on n'arrive vraiment pas à obtenir ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les vins nature. Et les vins nature, c'est là où ça se complique un petit peu. Parce que finalement, moi, ayant une cave physique, et je me rends bien compte de ce que les gens ont entendu ou comprennent, ou voilà, il y a quand même une grande différence entre ce que les gens croient savoir et ce qui est vraiment la vérité. En fait, les gens, quand ils rentrent dans notre cave et qu'ils disent « je voudrais un vin nature », ce qu'ils ont en tête, c'est un vin sain, c'est un vin propre, c'est un vin qui n'a pas été abîmé par des produits chimiques. Et il y a quelques années, quand un peu la mode des vins nature a commencé à gagner du terrain, il y a eu beaucoup d'essais. Finalement, les gens se sont dit « ok, vin nature, ça veut dire qu'on n'utilise aucun intrant ». Et ça, c'est vraiment vrai. Aucun intrant œnologique, aucun produit œnologique, pas de levure qu'on mettrait dans les cuves pour démarrer la fermentation, on n'utilise que des levures indigènes.
Bon, moi, ça me semble normal, hein, évidemment, mais c'est pas tout le monde qui fait les choses de cette manière-là. Donc, évidemment, des levures indigènes, pas d'eau, de produits œnologiques, évidemment la liste autorisée, bon, tout le monde n'utilise pas évidemment, mais la liste autorisée elle est longue. Donc évidemment quand on a envie de se faire plaisir et d'avoir un vin qui est agréable et qui n'a pas du tout de résidus de produits chimiques, évidemment on va privilégier des vins qu'on appelle nature. Donc voilà, c'est des vins qui n'utilisent aucun intrant autre que le raisin et éventuellement un tout petit peu de soufre, qui est naturel par ailleurs, hein, mais un petit peu de soufre qui est un antioxydant. Alors il y en a qui n'en mettent absolument pas du tout et il y en a qui en mettent peut-être un tout petit peu au moment de la mise en bouteille pour éviter que le vin ne bascule ou ne s'oxyde prématurément. En tout cas, ce n'est jamais une obligation, mais le soufre, c'est pas forcément un ennemi, à condition qu'on n'en utilise qu'un tout petit peu, et pas forcément pendant tout le processus de vinification et d'élevage du vin. On peut n'en mettre qu'un tout petit peu à la mise en bouteille, et ça c'est tout à fait autorisé. De toute façon, par exemple, les vins chez 3x20, non, jamais, mais au grand jamais, les doses, même minimum, autorisées. Il y en a toujours beaucoup moins, parce que je suis très très sensible, à la fois personnellement, hein, en dégustant un vin, je me rends compte immédiatement, et il n'est pas question que nos clients soient impactés par les maux de tête que ça peut susciter. Donc voilà, attention, le vin nature, c'est un vin sans intrants, c'est un vin qui est fait proprement, mais méfiez-vous juste des vins nature qui, par cette dénomination, pourraient excuser des déviances qui sont parfois très désagréables. Quand un vin sent la cour de ferme ou l'étable, ben, c'est pas, on l'excuse pas parce que c'est un vin nature. Non, c'est pas, il y a eu un problème, il y a eu une déviance et on n'est pas du tout obligé de l'accepter comme étant quelque chose de bien. Par contre, un vin qui a été fait de manière tout à fait naturelle, sans aucun intrant, peut être tout à fait acceptable. Il faut juste que le vigneron soit très 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 à cheval sur l'hygiène, la propreté, pour qu'aucune bactérie ne vienne abîmer son vin. Donc ça c'est vraiment super important. Donc voilà, le prétexte d'un vin nature ne doit pas excuser l'aspect déviant de certains vins. Voilà, ça c'est pour un peu expliquer tout ça. Ensuite, dernier petit point très important, c'est les labels, parce que finalement un vin bio c'est pas forcément écrit sur l'étiquette. Quand vous êtes chez 3x20, vous le saurez, parce que je connais les viticulteurs et je connais leur travail, et je m'assure qu'ils font les choses correctement et ils n'ont pas forcément tous envie d'être certifiés, ou parce que de toute façon leur philosophie c'est le bio, donc c'est quand même voilà, il faut avoir confiance. En fait, c'est vraiment le truc le plus important, c'est d'avoir confiance en la personne qui vous vend le vin, que ce soit le viticulteur directement, par recommandation par exemple, et sinon, bah, c'est la confiance en la personne qui vous le vend, votre caviste, votre 3x20 par exemple, en qui vous avez toute confiance. En tout cas, les différents labels, alors je vous montre par exemple, alors il y a les labels bio, mais il y a aussi d'autres labels qui montre qu'il y a déjà un pas qui est fait en avant et qui montre qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de prendre l'environnement en compte et de faire les choses correctement, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Parce que passer sa journée dans un tracteur enfermé pour éviter d'avoir les projections des produits chimiques, personne n'a envie de ça. Donc ça c'est vraiment important. Donc il y a plusieurs labels. Je pense notamment à Terravitis, hein, qui est un label un peu de prise de conscience aussi. Il y a aussi le label haute valeur environnementale, hein, qui est un label assez récent avec plusieurs échelons
jusqu'au label HVE 3e niveau, qui, pareil, fait réfléchir les viticulteurs sur leurs effluents, sur les plantations qu'ils doivent faire justement pour recréer un écosystème cohérent, etc. Et puis ensuite, il y a les labels bio, l'agriculture biologique. Regardez par exemple ici, vous voyez AB, agriculture biologique. Et ensuite, ça c'est la petite feuille, vous voyez la petite feuille, ça c'est le label européen qui est utilisé dans toute l'Europe, alors que AB c'est le label français. Il y a ça, et puis pour les vins qui sont en biodynamie, eh bien il y a un des labels qui s'appelle Déméter, qui est le label le plus connu. C'est un organisme de certification comme les autres, avec un cahier des charges ultra strict, qui implique que les vins évidemment sont déjà en bio, hein, donc c'est un label complémentaire qui permet de prouver que les vins sont produits en biodynamie. Voilà, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, Nature et Progrès, Qualité France, il y en a pas mal. Mais voilà, sachez juste qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui sont en train de réfléchir, qui se posent des questions, qui voient leurs voisins faire. C'est quand même de moins en moins rare. Avant, c'était un peu les huluberlus qui faisaient des vins bio. Bon, leur vin est un peu rustique, etc. Maintenant, on est à mille lieues de ces vins qui n'ont pas beaucoup d'âme et qui sont un petit peu, j'allais dire, roulés sous les aisselles, mais vous voyez le style. Donc franchement, aujourd'hui, c'est de la réassurance. Franchement, on se doit d'aider le consommateur à choisir, et la certification en fait partie. C'est un argument commercial pour eux aussi, à l'export évidemment. Ça les aide à vendre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours les poser ensuite, hein, dans les commentaires en bas, j'y répondrai hyper volontiers. En tout cas, le sujet est passionnant, c'est un peu difficile de le survoler comme ça. Il y a plein de choses à dire, surtout l'expérimentation, de voir comment travaillent les gens. Là vraiment je vous incite à aller sur place dès qu'on aura le droit. Allez sur place, posez des questions, regardez dans les vignes, regardez comment on s'y prend pour éviter d'utiliser des produits chimiques. Il y a 1000 méthodes, chacun la sienne, chacun ses convictions, elles se respectent toutes. Franchement, comme je vous disais, personne n'a envie de passer son temps à asperger des produits chimiques dans sa vigne. Vous verrez des chevaux dans les vignes, de retour des chevaux dans les vignes qui vont labourer, qui vont essayer de ne pas compacter le sol avec leurs pattes, même si c'est des chevaux de trait un peu lourds, c'est quand même beaucoup moins lourd qu'un tracteur. Il y a de plus en plus de tracteurs enjambeurs qui sont légers. Le respect de la terre, c'est vraiment le but numéro 1 des bons viticulteurs. Et franchement, ça vaut le coup de creuser un peu le sujet et de s'y intéresser, parce que au-delà des dogmes et on a entendu que, franchement, le travail des viticulteurs, des viticultrices bien sûr, c'est vraiment passionnant, et on apprend beaucoup de choses. C'est de la culture générale aussi. On apprend énormément de choses, et on apprend à comprendre le travail des gens qui nous font des si bons vins. C'est vraiment formidable. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous plaît, tous ces lives qu'on vous raconte, tous les mercredis 18h30, avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour